Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de deux loups-garous qui ont eu lieu en 1573 en France et l'autre en 1952 à Londres. Dans les années 1573, les habitants de Dole, en Franche-Comté, en France, furent terrorisés par une série de meurtres particulièrement odieux. Les corps d'enfants déchiquetés et dévorés ont été retrouvés. À l'automne 1573, une petite fille de 10 ans se promenait dans les vignes de Châtenois. Elle ne le savait pas, mais un loup-garou rôdait dans les parages. Ce loup-garou était à la recherche d'une proie. Elle n'a pas eu le temps de se rendre compte que le loup-garou la traquait depuis un moment, quand tout d'un coup, il lui sauta dessus et l'immobilisa en une fraction de seconde. La petite fille hurlait de peur et de douleur. Elle supplia le loup-garou de la lâcher. Mais celui-ci, soif de sang et mourant de faim, ne la lâcha pas. Il la déchiquetait, morceau par morceau, lui arrachant des bouts de chair sur tout son corps, ses bras, ses jambes, son ventre et même ses joues. Pour pouvoir tuer sa victime tranquillement, il l'attrapa et la tira à la lisière de la forêt, à l'abri de tous les regards. Dans cette forêt, il la dépeça, mangea tout ce qu'il pouvait et emporta avec lui une partie de chair de cette petite fille. 8 jours plus tard, le loup-garou, tiraillé par la faim et à la recherche d'une nouvelle victime, erre près de Rupt à Autun. Il a aperçu une jeune fille qui se baladait seule près de son village. À ce moment-là, cette jeune fille ne sait pas qu'un prédateur est en train de la suivre. Le loup-garou se jeta sur elle et l'attaqua férocement. Le loup-garou commença à la dévorer et avec ses pattes avant, la plaquer au sol et essayer de l'empêcher d'hurler. Mais la jeune fille, avec toutes les forces qui lui restaient, hurlait et suppliait, comme la précédente, qu'on la laisse tranquille. Mais cette fois-ci, des villageois entendent les cris de supplice. Ils se précipitèrent dans la forêt et une fois arrivés à la hauteur des hurlements, ils se sont rendus compte qu'il y avait une bête sauvage. L'animal grognait et continuait de déchiqueter la petite fille malgré la présence des villageois. Après cette image horrible, les villageois ont fait des témoignages, mais les témoignages se contredisent. Certains disent avoir vu un loup-garou et d'autres un homme. Et malheureusement et sans surprise, la jeune fille mourut de ses blessures quelques jours plus tard. Mais qui est le meurtrier de Dole ? En 1573, un homme avait délaissé la compagnie des hommes pour se consacrer à Dieu. Et pour ce faire, il s'est réfugié dans une chapelle. Cet homme était un ermite qui ne supportait plus la compagnie des hommes. Son air répugnant et méchant ne donnait pas envie de toute façon aux habitants de s'approcher de lui. Il fut surnommé l'ermite de Saint-Bonnet. Bien que repoussant par son apparence négligée, et sa barbe longue et grise, et son mono-sourcil qui prenait apparemment la moitié de son visage, il a été attribué au titre de sainteté, car il se consacrait entièrement à Dieu. Mais même si ce mode de vie lui convenait au début, la solitude a commencé à prendre la place et à lui peser. Il avait donc épousé une jeune femme qui s'appelle Apolline, et il y eut de nombreux enfants nés de cette union. Mais avec leur arrivée, la misère s'était introduite dans l'ermitage. 1573 était une année terrible, une époque de grande famine, et Gilles, lui, ne parvenait plus à nourrir les siens. Donc Gilles chassait pour essayer de nourrir sa famille, mais lors d'une de ses balades, il était tranquillement en train de rechercher une proie lorsqu'il vit devant lui apparaître un spectre. Le spectre lui donna le choix de devenir un loup, un lion, un léopard, ou même, si le poil de ces animaux le répugnait, courir en nuages, en vent ou en feu, pour l'aider à nourrir sa famille. Comme cette proposition était particulièrement alléchante pour un homme affamé, il n'hésita pas et a choisi la forme de loup. Et c'est ainsi que Gilles devint loup-garou.
Les habitants de Dole, suite à ces 2 attaques, vont voir le Parlement de Franche-Comté afin d'avoir un recours pour pouvoir enfin essayer de poursuivre ce loup-garou ou cet homme. Un décret a été voté et accepté. Ce décret dit « Les villageois a souvent été vus et rencontrés pendant un certain temps passé un loup-garou qui, dit-on, a déjà saisi et emporté plusieurs petits-enfants. En dépit de tous les décrets concernant la chasse, a assemblé de piques, hallebardes, arquebuses et de bâtons de chasser et de poursuivre le dit loup-garou dans chaque endroit où ils peuvent trouver ou saisir lui, à nouer et à tuer sans encourir une peine ou une sanction. Donné à la réunion de ladite cour le 13e jour du mois de septembre 1573. À ce moment-là, Gilles passe de chasseur à proie. Ce qui l'empêchera pas de s'en prendre à un petit garçon de 10 ans, 15 jours après la Toussaint. Il égorgera le jeune garçon, lui arrachera une jambe pour l'apporter à sa femme. Puis il s'attaque le vendredi suivant à un jeune garçon de 13 ans qui se reposait tranquillement sous un poirier. Le loup-garou se jeta sur lui, l'étrangla après l'avoir traîné jusque dans la forêt et avait l'intention de le dévorer comme ses autres victimes. Lorsqu'un groupe s'est rapproché doucement pour voir ce qui se passait, et ils reconnurent l'ermite du village, Gilles Garnier. À ses pieds, le corps de la victime gisait. Lors du procès de Gilles Garnier, il dira que les habitants l'ont vu sous sa forme humaine et que sa transformation en loup était volontaire et qu'à cet instant, il avait laissé son apparence d'humain. Évidemment, il fut jugé en 1574 et fut condamné à être brûlé vif. Et c'est ainsi qu'en France, la plus vieille histoire de loup-garou connue et écrite a eu lieu. Londres aussi a eu son loup-garou et lui beaucoup plus récemment. Bien que le mythe du loup-garou date de l'Antiquité et qui est présente dans de nombreuses cultures à travers le monde, la seule chose connue du mythe est un individu capable de se transformer en loup ou en une créature similaire lors de certaines circonstances souvent liées à la pleine lune. Dans de nombreuses cultures anciennes, les croyances animistes accordaient une signification spirituelle aux animaux, attribuant souvent des caractères humains ou magiques à certains d'entre eux. Les chamans et les sorciers étaient parfois associés à des transformations animales dans leurs rituels, ce qui a probablement influencé le concept de lycanthropie. Dans certaines cultures, les maladies mentales, comme la lycanthropie clinique, où les individus croyaient sincèrement être des loups ou d'autres animaux, pourraient avoir été associées aux histoires de loups-garous. Pour cette histoire, je vais vous raconter l'histoire de Billy Ramsay, mais je vais vous la raconter telle que je l'ai lue, sans rien changer pour la première partie, parce que le récit qui a été écrit est simplement parfait, et puis je peux pas faire mieux que ça. En 1952, Bill Ramsay était un petit garçon de 9 ans, très solitaire et imaginatif. Il passait ses journées à réinventer les histoires romanesques qu'il avait vues au cinéma, se donnant toujours le rôle du héros. Un samedi après-midi, après avoir regardé des films sur la Seconde Guerre mondiale, il courut dans son arrière-cour, espérant avoir le temps de jouer avec ses petits soldats avant la nuit. Il venait tout juste d'installer ses petits bonhommes près de la barrière du jardin, quand soudain une vague de froid le submergea. Au même moment, une odeur abominable lui donna la nausée. Il dut se retenir pour pas vomir. Quelques années plus tôt, un tuyau des égouts avait lâché dans sa rue et il n'avait jamais rien senti d'aussi mauvais que les gaz qui s'en étaient échappés. Et bien que l'odeur était la même, Bill resta un moment immobile, troublé, puis il commença à avancer vers la ruelle, les yeux fixés sur les étoiles. Quelque chose avait changé en lui et il avait peur. À ce moment-là, des images de loups traversèrent son esprit. Soudain, il entendit sa mère l'appeler depuis la maison. Mais au lieu de la rassurer, comme il aurait dû le faire, sa voix l'agaça et il songea que personne ne le connaissait vraiment. L'enfant voulut se retourner, mais dans la précipitation, le bout de sa chaussure percuta le poteau de la clôture et il s'étala sur le sol.
Il était en train de se relever quand soudain, une rage démentielle s'empara de lui. Grognant comme une bête, il se tourna vers le pilier qui était profondément ancré dans le sol, l'arracha si violemment que des morceaux de terre volèrent jusqu'au porche de la maison. 3 hommes auraient eu du mal à le déraciner, mais il l'avait soulevé comme un rien. Stupéfaits, ses parents qui l'observaient depuis la fenêtre sortirent précipitamment dans le jardin et ils coururent vers lui. Bill tenait toujours le poteau dans ses mains et il le balançait négligemment au-dessus de sa tête, faisant flotter les morceaux de fil de fer encore cloués au bois comme un sinistre darapeau. Quand ils lui crièrent de lâcher le pilier, le garçon le jeta immédiatement à terre, puis brusquement il se mit à genoux et commença à déchirer le grillage avec ses mains et ses dents, ignorant la morsure du métal qui lacérait sa chair. Son père tenta alors de l'éloigner de la clôture, ce qui était une entreprise difficile vu la force incroyable dont il faisait preuve. Puis sa mère se mit à pleurer, et en l'entendant, Bill sembla soudain reprendre ses esprits. Il lâcha les fils de métal, se tourna vers eux, mais contre toute attente, il retroussa ses lèvres et se mit à grogner. Ses mains et sa bouche étaient rouges de sang. Horrifiés, ses parents se mirent alors à courir vers la maison. En arrivant sous le porche, sa mère trébucha, et aussitôt son père s'arrêta pour l'aider et la soulever. Lorsqu'il s'est penché pour la soulever, il regarda en arrière, mais la créature qu'il aperçut ne ressemblait en rien à son fils. Elle avait la forme d'un loup. Terrifiés, ils se précipitaient à l'intérieur et refermaient la porte derrière eux. Ils abandonnèrent l'enfant aux ténèbres. Au bout d'un moment, Bill sentit l'étrange froideur quitter son corps et il se dirigea vers la maison, bien conscient que quelque chose de terrible venait de se produire. Ses parents ne comprenaient pas vraiment ce qui lui était arrivé et ils ne savaient pas comment réagir. Mais comme il semblait être redevenu normal, ils en conclurent que ce n'était qu'une crise et que c'était un regrettable incident et ils décidèrent de ne plus jamais en parler. L'incident devint à ce moment-là un secret de famille. Jusqu'en 1981, aucune expérience similaire ne s'est reproduite. Mais un jour, en fin de semaine, alors qu'il était fatigué, Bill somnolait à l'arrière du van de son collègue. Quand il se jeta sur lui et chercha à le mordre, l'homme crut dans un premier temps que c'était une blague que son collègue voulait lui faire, mais lorsqu'il sentit les dents entrer dans sa jambe, il cria de douleur, horrifié. Heureusement, Bill reprit ses esprits très rapidement. Mais lorsqu'il reprit ses esprits, il ne se souvenait de rien. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait. Après coup, il se rappela de cette fameuse nuit qu'il a vécue enfant. 2 ans plus tard, le 5 décembre 1983, alors qu'il se trouve dans sa voiture, il ressent une violente douleur dans sa poitrine. Il pense à ce moment-là faire une crise cardiaque. Donc la première chose qu'il fait, c'est se diriger rapidement vers l'hôpital le plus proche. En arrivant sur le parking, la douleur irradiait de son cœur jusqu'à son bras droit. Il réussit tant bien que mal à arriver jusqu'à l'entrée de l'hôpital. 2 infirmières de garde le prirent tout de suite en charge. Ils le mis sur un brancard, l'ont mis dans une chambre séparée et ont commencé à lui poser des questions. Bill leur répondait tout simplement, il répondait à toutes les questions sans aucun problème. Mais Bill, au bout d'un moment, sentit un frissonnement dans tout son corps. Il retroussa ses lèvres et se mit à grogner pendant 2 bonnes minutes. Les infirmières, quand elles ont entendu ce bruit, ont fait un bond en arrière, voyant les doigts de Bill se crisper tels des griffes de loup-garou. Bill se jeta sur une infirmière et lui morda le bras. L'autre tenta de libérer sa collègue de l'emprise de Bill, mais en vain. Et à ce moment-là, du sang coulait du bras de la jeune infirmière qui avait été attaquée par Bill. La collègue se mit à hurler de toutes ses forces. Heureusement, à ce moment-là, il y avait un policier dans l'hôpital qui faisait une ronde de garde. Le policier coura et arriva à la hauteur de la chambre. Il vit immédiatement le spectacle se jouer devant lui et mit un moment avant de comprendre. Il essaya de dégager la jeune infirmière de Bill, mais n'y arrivait pas. Il a donc pris une chaise et l'a envoyée le plus fort possible sur le visage de Bill, ce qui a fait qu'il a lâché enfin l'infirmière. Le jeune policier a réussi tant bien que mal à immobiliser
Bill et à l'attacher sur le brancard avec des sangles. Mais le policier fut tellement surpris de la force de Bill. Il était en train d'arracher les sangles et chaque fois qu'il faisait un mouvement ou qu'il se débattait, le brancard sautait, se levait du sol et se déplaçait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un brancard, vous avez eu l'occasion d'en pousser un ou d'en porter un, mais ça pèse une tonne ça. Et Bill, en se débattant, il a réussi à soulever du sol le brancard. C'est juste incroyable. Et d'ailleurs, il aura fallu l'intervention d'un médecin qui anesthésia donc justement Bill pour l'endormir. Lors de son réveil, Bill était dans une ambulance en direction d'un hôpital psychiatrique. Il est resté quelque temps là-bas, il a fait beaucoup d'examens, des scanners, des IRM, des échographies, des tests, mais aucun médecin n'a su mettre un nom sur ce qui arrivait à Bill. Désespéré, Bill et sa femme ont essayé en fait de trouver des raisons. Ils ont essayé de voir ce qu'il mangeait, s'il n'avait pas des allergies alimentaires, si l'alcool qu'il buvait ne le rendait pas fou. Ils ont tout essayé en fait pour essayer de trouver une raison rationnelle à ces états incompréhensibles. Et malheureusement, ce fut en vain parce qu'il n'y avait aucun résultat. Bill pensait que le pire était derrière lui à ce moment-là, mais le 22 juillet 1987, après avoir passé une soirée avec ses amis et avoir bu pas mal d'alcool, il reprend sa voiture pour rentrer chez lui. Mais sachant qu'il a beaucoup trop bu, il décide d'éviter la route principale et de prendre des petites ruelles afin d'éviter tout contrôle de police. Sur cette route, Bill vit une jeune femme sur le bord de la route. Il pense que c'est une prostituée. À ce moment-là, il ne sait pas ce qui lui arrive et il devient vert de rage et se dit qu'elle ne doit pas faire ce métier. Il se mit en tête de l'emmener avec lui pour la dénoncer à la police. Il l'a mis de force dans son van et l'accompagna au commissariat. Arrivée devant le commissariat, la jeune femme ouvra la porte et se rua dans le commissariat en hurlant qu'elle avait été enlevée, en hurlant voilà ce qui s'était passé, que Bill l'avait enlevée. Les policiers sont venus chercher Bill. Après que les policiers l'aient emmené dans le poste de police, Bill était furieux. Et là, il a commencé à se comporter comme un loup. Pendant sa crise, il avait agressé violemment Terry Fisher, un officier de police. Il l'avait attrapé et il l'avait porté au-dessus de sa tête avant de le jeter violemment contre un mur. Il aura fallu 6 hommes pour contenir Bill et le remettre en cellule. Lors de son enfermement, il a réussi à passer la tête et son bras droit dans la petite fenêtre de la porte de la cellule. Un homme ne peut pas faire ça physiquement, c'est impossible, et les policiers ne comprennent pas comment il a réussi à faire cet exploit terrifiant, mais cet exploit tout de même. L'hôpital psychiatrique où fut déjà interné Bill fut appelé, et de nouveaux examens ont été faits, mais comme la première fois, en vain. Aucun résultat. Bill, lui, comme d'habitude, ne se souvenait absolument de rien. Ed et Lorraine Warren ont entendu parler de l'histoire de Bill, qui fut surnommé le loup-garou de Londres suite à un témoignage passé à la télévision. Le couple Warren a contacté donc Bill. Il accepta de les rencontrer. Bill prenait le couple Warren pour des fous. Il ne les croyait pas du tout, mais comme il était complètement désespéré, il accepta l'aide de Ed et Lorraine Warren. Le 28 juillet 1989, le prêtre McKenna avait déjà effectué plus d'une 50aine d'exorcismes, dont une 20aine qui avaient réussi, et il s'apprêtait à officier à nouveau. Ce jour-là, il se trouvait assis dans l'église quand Ed et Lorraine Warren, Nina Ramsey, John Zaffi, un enquêteur du paranormal et 6 policiers en civil équipés de pistolets paralysants étaient présents pour assister à l'exorcisme de Bill. En rentrant dans l'église, Bill commença à s'agiter, mais il accepta néanmoins d'aller jusqu'à l'autel. Et il accepta de s'asseoir dans le fauteuil qui lui était destiné. Il trouvait cette cérémonie complètement ridicule, mais il avait quand même de l'espoir. Il s'assit sur la chaise et le prêtre McKenna commença à réciter des prières en latin. Au fur et à mesure, Bill se métamorphosait. Il retroussait ses lèvres et son corps se changeait. Lorsque le prêtre mit son écharpe violette
Sur le visage de Bill, il eut l'impression qu'on lui avait mis un coup de marteau en pleine figure. Et après ça, Bill ne se souvient de rien. Mais les personnes présentes ont pu donner leur témoignage et disent que le prêtre a pris la tête de Bill entre ses mains et a ordonné au démon de laisser tranquille Bill. Il était en train de faire des signes de croix sur son front et sa poitrine quand soudain Bill s'est mis à trembler sur sa chaise. Ses lèvres se sont retroussées, ses dents se sont avancées et il a tenté de le mordre, mais c'était comme s'il y avait une barrière invisible entre lui et l'évêque. Deux policiers, voyant ça, sautèrent immédiatement de leur siège pour tenter de maîtriser le possédé. Mais le prêtre McKenna leur ordonna de retourner à leur place. Alors, à ce moment-là, il sortit un crucifix de sa soutane, mais quand il voulut l'appliquer sur le front de Bill, il devint fou furieux. Se levant précipitamment de sa chaise, il se mit à grogner contre l'évêque, prêt à se jeter sur lui. Et l'évêque, McKenna, se replia rapidement derrière l'autel. Les yeux hagards, Bill s'avança alors vers le prêtre, qui se dressait devant lui. Le prêtre, immobile, brandissant sa croix et récitant des mots à latin, il s'adressait au démon qui semblait posséder les lieux. « D'où viens-tu ? Qu'est-ce qui te retient ici ? Arrière Satan, laisse-le tranquille. » Soudain, pris de faiblesse, Bill recula lentement et se laissa retomber sur sa chaise. Son corps qui était glacé commença à se réchauffer et son désir d'attaquer le prêtre s'estompait peu à peu. Tout en continuant de psalmodier en latin, le prêtre McKenna s'approcha de lui et Bill comprit que quelque chose venait de se produire. Le poison avait été extirpé de son corps. Il se sentait extrêmement faible et quand il se retourna pour regarder sa femme, ce petit mouvement lui fit tourner la tête. Il s'agrippa à la chaise aussi fort que possible, laissant McKenna repousser le démon de ses mots en latin. Bill sentit à ce moment-là la puissance du loup-garou glisser hors de lui. Un léger bruit retentit dans sa poitrine. Il regarda ses griffes, mais elles étaient redevenues des mains. Puis ses yeux commencèrent à se fermer et il perdit connaissance. Quand il revint à lui, il se sentait enfin en paix. Bill dira « Quand je suis sorti de l'exorcisme, je me sentais une nouvelle personne. J'imaginais que c'est le sentiment que ressentait une personne aveugle si elle pouvait soudainement voir, ou une personne sourde qui commencerait à entendre. J'avais le sentiment d'être guéri. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dire à n'importe qui. Ce n'était pas physique, mais c'était quelque chose que je savais. L'exorcisme a donc été un succès. C'était l'histoire des loups-garous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, ne sortez pas ce soir. C'est une nuit de pleine lune.